Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau live sur la chaîne Twitch War Thunder France. C'est Pierre qui vous parle. Je suis très heureux de vous retrouver pour le premier live après le début de la saison. On est juste avant en plus un sublime match qui s'annonce entre OKC et les Pelicans avec plein de joueurs sur le terrain, bien sûr, aucun blessé. Donc on est là juste avant le match de ce soir pour s'échauffer un petit peu. Donc vous l'aurez compris, on a 1h30 maximum pour discuter du début de saison. Donc avec moi pour ça, Charlie et Tom, comment ça va les gars ? Bah écoute, comment ça pourrait aller mieux? L'équipe du Thunder est toujours championne NBA, hein, il est toujours bon de le rappeler. 6-0, bilan comptable parfait. Donc je vois pas ce qui pourrait nous inquiéter, je vois pas ce qui pourrait aller mal dans ce début de saison. Donc très heureux d'être là avant ce choc à l'Ouest entre la meilleure équipe de l'Ouest face à la pire, tout simplement. Tout va bien. Comme l'a dit Charlie, voilà, 6-0. Moi, je ne regarde que les box scores, donc voilà. Tant qu'on se fie qu'au box score, tout va bien. Plus que 76 victoires avant le bilan parfait, quoi. C'est l'objectif. Ouais. Il y a des chiffres qu'il ne faut pas trop regarder, on en reparlera Ouais, voilà. juste Le après. box score, faut pas trop le regarder en détail. Non, mais faut rester sur la page summary du League Pass. Tu regardes les points marqués des deux équipes, c'est tout. Et le classement. Et le classement quand même, parce qu'OKC est premier encore une fois pour l'instant. On nous dit ça date. Oh, pas tant que ça quand même. Le preview, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Ça a beaucoup joué, cette première semaine et demie d'NBA. Donc au bout de cette première semaine et demie d'NBA, OKC est en 6-0. Un très bon bilan, bien entendu, un bilan parfait. En termes de bilan, on l'a déjà dit, on a l'impression que tout va bien. Mais la question qu'on va se poser, c'est est-ce que tout va vraiment si bien que ça à OKC? Et on parlera notamment des points un petit peu négatifs en un épisode, mais on va aussi parler de pourquoi OKC est en 6-0 actuellement, parce qu'il faut quand même le prendre en compte. Donc voilà, on va parler un peu d'abord positif, puis ensuite négatif, donc ne vous étonnez pas de tout ça. Messieurs, quel est pour vous, peut-être Charlie, déjà le premier facteur pour toi qui fait qu'OKC, malgré des blessures et des difficultés, est en 6-0 et est premier de la ligue? Le Thunder, comme maintenant depuis pas mal d'années, s'appuie sur une défense qui reste élite. Tu restes la première défense de la NBA pour l'instant. Alors certes, on pourra peut-être en reparler, mais tu as quand même moins d'intensité que la saison précédente. Mais bon, la saison précédente, tu sors d'une saison all-time avec très peu de blessures, etc. Là, tu restes la meilleure défense. Tu es meilleur en tirs contestés, tu es l'une des meilleures défenses au cercle, l'une des meilleures défenses en transition. Donc là-dessus, franchement, tu n'as pas grand-chose à dire, à part, comme je l'ai dit, voilà, le fait que tu es peut-être un petit peu moins agressif, notamment sur les porteurs de balles. Les extérieurs vont peut-être un petit peu moins aller chercher les interceptions, les deflections, etc. Mais tu restes très, très, très correct. Et notamment dans le fait que du coup, tu es moins agressif, mais tu concèdes un petit peu moins de lancers francs. Voilà, l'année dernière, tu es top 5 des équipes qui concèdent le plus de lancers francs parce que tu es très, très fort sur l'homme. Donc forcément, tu concèdes beaucoup de fautes et de lancers francs. Cette année, tu es 18e en lancers francs provoqués par l'adversaire. Donc, tu t'appuies sur une grosse défense. Pas exactement le même format que l'année dernière. Je trouve que tu es quand même un petit peu plus solide sur les rotations, sur les aides, et peut-être un petit peu moins dans l'offensif, dans la défense, on va dire. Mais voilà, défensivement, tu restes au top, et c'est vraiment ce qui te permet d'être en 6-0. Parce que de l'autre côté du terrain, c'est pas la même chose. Voilà. Oui, comme l'a dit Charlie. Après, ce qui était attendu, c'est qu'OKC base son succès sur la défense. Là, t'es premier. Alors, c'est vraiment, ça se joue à rien du tout avec les Spurs. Les Spurs de Victor Wembanyama. Donc, comme on le disait avant de lancer le live, j'avais fait une hot take, Chet Dipoy. Au bout de 6 matchs, je peux vous dire qu'elle est morte. Cette hot take, c'est fini. C'est fini, Victor Wembanyama. Il va avoir très très haut, et hormis s'il joue pas les 65 matchs, ça va être très dur d'aller le chercher. Mais bon, malgré ça, t'es quand même la meilleure défense de la ligue. On parlera peut-être de certaines individualités tout à l'heure qui brillent de ce côté. Mais effectivement, voilà, tu bases ton succès là-dessus, et s'il y a quelque chose à retirer de positif là-dessus, c'est ton niveau défensif. T'es pas la meilleure défense comme l'an dernier avec des années-lumière d'avance sur la concurrence, mais bon, ça fait que 6 matchs. Il y a pas mal d'absents, donc tu sais qu'au complet, tu vas pouvoir faire encore mieux. Donc voilà. Là, défensivement, globalement, c'est
Même si, comme tu l'as dit aussi, Charlet, la défense est un peu différente pour l'instant sur les premiers matchs de ce qu'on a vu par rapport à l'an dernier, mais je pense que c'est aussi dû à la variation de personnel aussi. Hein. Mais globalement, tu gardes un niveau défensif très haut et tu as des séquences toujours, des moments de match où tu éteins ton adversaire. Donc ça, pour le coup, c'est dans la continuité de ce qu'on voit depuis plusieurs années avec ce Thunder. Voilà. Ça, il n'y a pas trop de soucis défensivement, en tout cas. Ouais, bah, vous voyez, alors les chiffres sont très positifs défensivement globalement, hein, mais je trouve quand même que alors le départ de l'année de la saison dernière était monstrueux, surtout dans la provocation de turnover, etc. C'était un niveau bien plus élevé que ce qu'on a maintenant. Et du coup, je trouve quand même que c'est moins dominateur défensivement. Peut-être pas moins bon, mais moins dominateur un peu dans ce qu'a dit Charles-Élie. Parce que à part par passage, où pour le coup on retrouve cette vibe-là, tu as beaucoup moins de constante agression et de constante interception seule, etc. Sauf, encore une fois, comme j'ai dit, par run, où bizarrement tout se passe mieux et tu as des transitions, etc. Ça, on en reparlera aussi. Mais je suis un peu moins convaincu, là, dans cette agressivité, dans tout ça, je le retrouve un peu moins. Par contre, effectivement, il y a des chiffres qui sont en progrès et qui sont intéressants. Beaucoup moins de lancers francs concédés, comme l'a dit Charles-Élie. Là, t'es plus dans la pire moyenne NBA, t'es plus dans le mauvaise moitié NBA dans cet aspect-là, donc c'est intéressant. T'as aussi largement progressé au rebond. T'as perdu 2 points de rebond offensif laissé à l'adversaire. T'es à plus de 28%, là t'en es t'as un peu plus de 26%. Donc ça, c'est vraiment agréable. Et pour le coup, alors certes, le personnel, t'avais Hartenstein et Chet un peu plus, mais t'as pas eu tout le temps de Chet, t'as pas eu... Voilà. Et je trouve que là-dessus, globalement, tout le monde a un petit peu progressé. Cason Wallace va prendre des rebonds, Mitchell prend pas mal de rebonds. Enfin voilà, tout le monde s'est un peu mis dans cette optique-là. Voilà, c'est juste la petite frustration où effectivement, ta défense est très bonne. Ta défense te permet d'être en 6-0 hein, parce que l'attaque, globalement, on va revenir après, est infâme. Tu mets pas un tir, tu mets pas un pied devant l'autre. Donc la défense, heureusement qu'elle est là. Ton manque de personnel peut jouer là-dessus. Je trouve aussi dans cet aspect agressivité, J-Dub manque. C'est évident, c'est clair et précis. On peut pas le nier que quand on voit ça, J-Dub manque. Mais tu as quand même des axes de progression, peut-être dû à la double big line-up aussi, mais tu as des progrès sur certaines choses qui sont assez intéressantes. Parce que quand même d'avoir baissé un free throw rate vu les matchs qu'il y a eu, celui de Houston et surtout celui d'Indiana où ça a tiré des lancers francs dans tous les sens et pas que OKC hein, parce que ça parle de Shea, de machin. Non, les premiers matchs c'était les deux équipes et il n'y a pas eu tant de lancers francs que ça d'ailleurs pour OKC ou pour les autres sur les derniers matchs. Donc ouais, c'est intéressant et globalement ouais, on peut pas enlever que défensivement tu es toujours élite, mais ça il n'y avait pas tant de surprises que ça quoi. Mais on n'a pas pété ce plafond là, on en avait parlé pas mal en preview. On n'a pas explosé le plafond défensif avec Chet. Non, c'est sûr que tu as moins cet aspect rouleau compresseur que tu pouvais avoir, notamment dès le début de saison l'année dernière. L'année dernière, tu commences la saison, au même stade de la saison, tu es à 94 de defensive rating, là tu es à 104. Donc tu perds 10 points, mais en fait les standards de l'année dernière, c'est tellement dur de se baser dessus parce que tu n'étais même pas au complet parce qu'il n'y avait pas Hartenstein, mais tu avais J-Dub qui est l'un de tes meilleurs défenseurs de ton roster. Et ouais, c'est ce qu'on avait dit un petit peu dans la preview. Tu as peut-être un petit peu moins d'agressivité dû au fait que tu as un peu moins de motivation. C'était aussi à prévoir. Mais maintenant, tu en as parlé, les rebonds, ça fait plaisir. Tu gagnes presque des matchs au rebond. Hartenstein fait d'ailleurs un début de saison monstre au rebond. C'était déjà le cas l'année dernière, mais tu gagnes des matchs au rebond offensif. Par exemple, dans le clutch face aux Kings, t'en prends 2 très importants. Face aux Mavs, t'as Hartenstein qui t'en prend 5 dans le 4e quart-temps. Donc ça, c'est des trucs qu'on n'avait pas trop l'habitude de voir à OKC. Et ça fait plaisir. Ouais, voilà. Après, le rebond offensif, on en parlera sur le volet attaque. Je m'attendais à mieux en voyant les stats. Mais le rendu visuel est intéressant, en tout cas. Par contre, oui, c'est important de souligner le début de saison d'Hartenstein là-dessus. Vraiment, il fait beaucoup de bien. Bon, l'an dernier, c'était déjà un peu le cas. Hein. Hartenstein, c'était vraiment le plancher, un niveau plancher très solide qui faisait que même quand tu as eu la blessure de Chet longue durée, en fait, Hartenstein poste 5, dans une saison régulière NBA, c'est super. Tu étais hyper content. Même Chet, il a plus de 10 rebonds de moyenne. Donc, tu as vraiment les deux intérieurs qui font le boulot là-dessus. Et globalement, si on peut déjà parler de coaching de la part de Mark Daigneault,
très souvent, tu as 2 intérieurs sur le terrain quand tu as tes intérieurs disponibles. Parce que là, ça fait quelques matchs qu'on n'a pas de Chet. Ouais. Mais Chet, il a pas joué poste 5 depuis le début de saison. Où il a jamais joué seul intérieur. Voilà. Il rentre, il sort avec Hartenstein. C'est très très rare, hein, franchement. Souvent, il est soit avec Isaiah, soit avec Jalen. Ouais, c'est ça. Tu vois, Jalen, il y a pas mal de arrivé. Il y a eu quelques minutes. Il y a eu quelques minutes quand même sans avec que Chet. Après, moi, ça, je pense que au-delà de l'envie de Daynold de ça, c'est qu'aussi ça vient que t'as pas J-Dub et t'as pas d'ailier, t'as pas Kenrich non plus. Donc le fait que t'aies pas de, en fait là dans le roster de Kissy, t'as pas de vrai ailier pour l'instant. T'as Wiggins si tu veux, le Barnizer, mais bon. Il fait jouer Barnizer tous les matchs, quoi. Ou Caruso qui joue ce rôle-là, mais ouais, Barnizer joue presque tous les matchs quand il est dispo. Je trouve c'est que t'as pas de poste 4 en fait, et sans J-Dub et sans Kenrich entre guillemets de métier. Là où tes grands ont été disponibles la majorité du temps, là que dès que Chet était out, par contre t'as pas trop vu J. Will plus Hartenstein, t'étais plus Hartenstein, quand il est pas là c'est J. Will, etc. Et tu valorisais pas mal Hartenstein d'ailleurs, mais ouais, c'est surtout en fait la question de Chet. Tu as eu peu de minutes effectivement qu'avec lui, ça c'est vrai. Par contre, juste pour cette volonté de mettre 2 intérieurs, il y a un truc qui m'a marqué, je crois que c'est le premier match d'absence de Chet, donc c'était contre qui, j'ai perdu le nom. Très mauvaise mémoire des matchs. Hein. Mais où Chet est absent, et tu as Hartenstein et J. Will qui alternent pour le poste 5 classique. Et en fait, OKC coince un peu dans ce match, et tu as un moment où le match OKC fait un run, c'est parce qu'ils ont Jalen et Brandon Carlson sur le terrain. Il fait ces 2 intérieurs, il met 2 intérieurs à ce moment-là, Mark Daigneault, et il n'y a même pas Hartenstein, c'est Jalen et Brandon Carlson. Et OKC fait un run, et tu sens que le Thunder essaye de mettre un truc en place où tu as forcément, assez souvent en tout cas, 2 intérieurs sur le terrain. Et même avec l'absence de Chet, tu as eu ce moment-là où tu as essayé de répliquer un peu le modèle en mettant un intérieur plus classique et un grand intérieur plus long, parce que Carlson, bon, s'il fallait faire des comparaisons physiques par rapport à Chet, c'est peut-être lui le plus proche des mensurations de Chet, même si c'est très compliqué. T'as pas vraiment de profil style Chet. Si Poku était là, peut-être, mais avec ce que t'as dans le roster, c'est peut-être le physique le plus proche. Mais tu vois, t'as vraiment cette volonté. Je trouve que défensivement, ça donne des choses intéressantes, même si tu perds un peu cette agressivité offensive qui faisait que l'an dernier, t'étais une défense complètement dingue. Mais t'as vraiment cette volonté de jouer à 2 intérieurs et de t'habituer à une formule à 2 intérieurs. Ça, je trouve ça plutôt intéressant. Ouais, après, je trouve que quand tu fais des runs, c'est justement quand tu arrives, même avec ces 2 intérieurs, soit à avoir des contres, soit des interceptions, etc. Et que ça t'amène du rythme et de l'adresse. Parce que, on va pas se cacher, oui, tu peux faire des stops, mais si tu mets pas un tir, tu fais pas de run. Il y a 0-0 et voilà. Donc c'est vraiment où tu gagnes des ballons, tu commences de mettre des tirs simples, des pick six ou des contre-attaques, etc. Et aussi des 3 points en transition qui font souvent mal, etc. et qu'on va voir de plus en plus avec Isaiah Joe, là, qui est revenu. Tu vois, quand tu arrives à provoquer ça, c'est là que tu as une mini-avalanche, entre guillemets. Parce que tant que tu n'as pas cette dimension agressive qui est un peu moindre là, sur ce début de saison, et qu'en plus tu mets pas de tir, les runs, ils sont durs à mettre, quoi. Et on y reviendra, c'est ce qui fait que tu as quand même beaucoup de matchs difficiles sur ce début de saison. Alors face à des équipes faibles, c'est très tôt pour le dire, en fait, qui sera vraiment faible, qui sera vraiment fort, les blessés, les machins. Mais pas sur des chocs. T'as pas joué Denver, t'as pas joué je sais pas qui, les Lakers, t'as pas joué les Sixers qui ont bien marché, t'as pas joué les Bulls qui sont trop forts depuis le début de saison, enfin qui ont tout gagné. Donc la NBA, t'as 3 équipes invaincues, le Thunder, les Spurs et les Bulls, comme prévu, hein, du coup. C'était exactement ce qu'on voyait, hein, évidemment. Avec Josh Giddey, comment le Thunder tu vois, et d'ailleurs qui nous fait regretter le trade, c'est scandaleux. Et d'ailleurs, ouais, les fans des Bulls, ils commencent à dire ça. Enfin bref, on vient de gagner un titre. Mais d'ailleurs aussi, au niveau du rebond offensif, à part Houston sur le premier match, où pour le coup on s'est fait ouvrir sur le rebond, je trouve que t'as pas joué énormément d'équipes non plus qui te mettaient vraiment en difficulté là-dessus, parce que les Kings, à part Sabonis, mais qui c'est le seul un peu grand, t'as eu Atlanta sans Porzingis pour le coup, même si c'est pas lui le plus gros rebondeur, il y avait quand même moins de grands. Les Wizards, bon, t'avais que Alex Sarr à l'intérieur, en gros, entre guillemets. Les Mavs étaient un peu limités à l'intérieur par les blessures. Donc aussi ça à prendre en compte au fil de la saison, voir comment ça évolue quand tu auras joué un peu plus de matchs et des équipes un peu plus pénibles là-dessus, si je peux dire. Après ça, même de manière générale, le calendrier sur le 6-0, c'est quand même plutôt clément. Enfin, tu as vraiment le premier match qui est un choc, que tu remportes in extremis. Ensuite, les Pacers, certes, tu le remportes aussi in extremis, mais tu as quand même une équipe qui est truffée de blessés dedans. Et après, le reste, les Hawks, ça joue pas mal, mais c'était un match où il n'y avait pas Porzingis. Donc ça change un peu la donne. Il manquait Jalen Johnson aussi. Donc tu
Tu avais vraiment des hauts. Non, il manquait du monde. Amoindris. Ensuite, les Mavs, pareil, des Mavs très amoindris qui, de toute façon, ont du mal à lancer leur saison. Et ensuite, les Kings et les Wizards, est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer pourquoi c'est une match-up favorable pour OKC? Donc, c'est sûr que tu as quand même un calendrier qui est aussi favorable. Et voilà, tu fais 6-0. Et on peut peut-être enchaîner sur ça. 6-0, c'est quand même un petit miracle que tu sois à 6-0. Ouais. Après, sachant qu'en plus, là, vous écoutez ça, là, tous ceux qui sont en direct, ça va, mais ceux qui écoutent ça en replay, on sera peut-être pas plus à 6-0 et on sera fait défoncer au rebond par les Pelicans. On sera défoncé au rebond par les Pélicans d'André Jordan. On n'a plus d'ordre pour défendre Jordan Poole, je ne sais pas. Non, mais de Zion. Zion, il peut faire mal. Avec Zion, c'est un peu emmerdant. Mais bon. Mais pour aller sur un point positif quand même, alors déjà, premier point positif, Thunder Rockets en opening night, c'est déjà un des meilleurs matchs de la régulière. C'est un banger phénoménal, pardon. C'était trop bien. Vraiment. Merci les Rockets, hein. Franchement, on a kiffé. Et deuxième chose, ce qui est rassurant, c'est que certes, t'as des blessés, t'es pas ouf, mais bon, dans ta liste de blessés, t'as jamais Shai Gilgeous-Alexander. Et donc, tu pars toujours favori de ton match parce que t'as Shai et t'as des joueurs autour. Et on le voit sur le début de saison, t'es bien, quoi. Tu joues pas très bien, t'as des blessés, mais bon, t'as le MVP de l'an dernier qui est là et ça fait le taf, quoi. Donc, tant qu'il est là, ça se passe bien. Hein. Qui continue il est encore exceptionnel. À part son clutch, c'était face aux Mavs, où les Mavs reviennent et il est infâme dans le clutch. Le reste, c'est parfait. Surtout que je le trouve encore plus impliqué défensivement. Vraiment, il m'a bluffé défensivement. Énormément de plays très clutch défensivement et même très très agressif. Donc ouais, clairement, c'est ce que tu as dit. Shai, tu mets n'importe qui autour, ça roule. Hein. Dans les rotations de Daigneault, à chaque fois quand Shai est sur le banc, tu essaies d'avoir AJ Mitchell, Wiggins, Chet, soit les trois, soit au moins un des deux pour avoir un petit peu de création. Shai, tu mets n'importe qui avec lui. Tu mets n'importe qui. Les 4 autres joueurs, on s'en fout. Shai, il va faire son truc. Et surtout que le free throw merchant continue, puisque sur les 4 derniers matchs, c'est quoi, 14 ou 16 lancers francs provoqués. Il plante quand même plus de 30 points à chaque fois. Donc bon, non, franchement, il est encore une fois injouable. Et ça rentre quand même dans les points positifs, parce que c'est bon de le rappeler, quoi. Et puis il y a les 55 on a vraiment besoin de parler de ça. Il y a le match contre les Wizards, ils se promènent, voilà. Mais bon, c'est toujours bien de le rappeler, et c'est un peu lié à un autre point que je voulais aborder, c'est au moins t'es clutch. Alors les matchs serrés, c'est chiant, parce que t'aimerais bien quand même que les matchs soient finis en 3 quarts temps. Il y en a quelques-uns quand même il y en a 2, notamment où Shai n'a pas joué dans le 4e quart-temps, mais globalement, tu gères pas trop mal tes money time. Contre Dallas, t'as failli faire la même que l'an dernier où tu t'étais pris un 30-0, mais comme l'an dernier, t'as réussi à gagner le match. Mais voilà, globalement, les money time sont plutôt pas mal gérés. Ça, c'est un autre point positif, même si on aimerait que les matchs soient finis un peu plus tôt, des fois, quand même. Déjà, pour Shai, est-ce qu'on a besoin de parler du free throw merchant? Non. C'est scandaleux. Ça me choque. Et tu vois, il y a une faute sur Jokic qui n'est pas sifflée, ça va reparler de Shai en parallèle, ça devient ridicule. Donc, autant regarder les matchs. Et puis, OKC est loin d'être dans les meilleures équipes au free throw rate et au lancer tenté, etc. Encore une fois. Regardez Luka Doncic, par exemple. C'est un non-sujet. Ouais, c'est clairement un non-sujet. Nous, on n'en parle pas de toute façon. Après, sur Shai défensivement, ok. Autant les premiers matchs, enfin ceux qui comptaient dans le clutch, oui. Autant là, contre Washington ou autre, bon. Tu vois qu'il y a un peu plus de marge, etc. Mais c'est surtout que il est rarement, enfin ça arrivera quasiment jamais de la saison, et même là quand il est pas bon, ça reste le meilleur joueur sur le terrain, presque à chaque fois, sauf quand Chet prend feu, mais encore ça se débat. Donc t'as une marge avec lui que faut quand même se rendre compte qu'à un moment, il y a des passages où il joue avec Barnizer, Youngblood, et voilà, c'est non mais vraiment c'est dingue. Les 5 alors OKC a de la profondeur, alors même avec les blessés, ça arrive à tourner. Et là, on tape quand même beaucoup dans la profondeur. Enfin, Barnizer et des minutes. Alors oui, on en a parlé en bien dans la preview, mais pour l'instant, il ne montre pas grand-chose. Youngblood, c'est pareil. Faut quand même se rendre compte des choses. C'est pas infini le nombre de joueurs NBA dans le roster. Donc non, il faut vraiment valoriser encore une fois le fait que quand tu as Shai sur le terrain et qu'il se décide à jouer, etc., tu peux battre à peu près n'importe qui. Et après, et là je te rejoins Tom,
c'est vrai que pour le coup, par rapport à l'année dernière, où on avait des doutes parce que tu jouais aucun clutch, que tu ne voyais pas cette équipe en situation d'urgence et de couteau entre les dents, etc. Bah là, dès les premiers matchs, bah, tu as eu de quoi faire, quoi, de prolongation, tu as eu des tirs clutch, alors tu as eu des erreurs. Enfin, franchement, je suis désolé de le dire, mais les 2 matchs de prolongation, tu dois les gagner avant. Tu aurais pu les perdre avant aussi, ça, c'est sûr. Celui contre les Tu dois les Rockets, gagner. c'est quand même un petit miracle que tu ailles en prolongation. Hein. Ouais. Oui, mais après, la première prolongation, tu dois gagner 20 fois. Oui, il y a une erreur arbitrale aussi. Clairement. Ça arrive. Mais l'arbitrage, c'est même pas à ça, mais t'es à plus voilà. 7 en prolongation ou je sais plus combien, en plus, tu dois gagner. ouais. Faut arrêter. Enfin voilà, et tu dois le gagner avant, mais t'as eu des tirs clutch, mais t'as eu des situations intéressantes à jouer. T'as eu des joueurs qui se sont exprimés. T'as pas eu que des tirs de chez. Hein. T'as un Cason Wallace, par exemple, en prolongation contre les Rockets, qui est très bon. T'as eu du AJ Mitchell qui a été très bon des fois contre les Pacers. T'as eu du très bon. T'as eu Chet qui a planté des tirs importants. Donc non, c'est des situations. Alors nous qu'on aimerait éviter parce que on en reparlera. Que des matchs difficiles en début de saison régulière, ben, vu le nombre de blessés que tu as déjà et qui semblent s'augmenter petit à petit, bah, c'est pénible. C'est pénible pour une équipe qui a joué déjà 100 matchs l'année dernière, on va dire en gros. Mais tu peux expérimenter, tu peux voir des choses, etc. Et ça, c'est intéressant. Et OKC, globalement, bah, il y a un 6-0, donc c'est sorti de cette situation à chaque fois. Peut-être des fois c'était laborieux, mais tu t'en es sorti. Et oui, ça se plaint, des fois on prend pas les temps morts, les machins et tout, mais en fait toutes les équipes font ça. On avait eu souvent ce débat-là avec Constant les autres années où est-ce qu'il faut prendre temps mort quand tu as une dernière pause, que tu viens d'avoir le rebond, etc. Au final, j'ai l'impression que toutes les équipes sont un peu dans cet entre-deux. Voilà, c'est bien d'expérimenter les deux choses. Ouais, mais honnêtement, dans le clutch, quand même, tu sens quand même l'expérience. Tu sens, il y a quand même un sentiment de sérénité, pardon, que tu n'avais pas l'année dernière. Je pense honnêtement, l'année dernière, si tu joues des matchs avec la même physionomie, on va dire, t'en laisses peut-être un ou deux, quoi. Parce que l'année dernière, dans le clutch, ben, t'es quand même un petit peu moins, t'exécutes moins bien, t'es moins serein. Et là, t'as quand même ce sentiment d'expérience où t'as un petit peu cette image où t'as un peu le pied sur l'accélérateur et que tu vas réussir tant bien que mal à t'en défaire. Donc certes, la saison dernière, ça pouvait pas t'arriver parce que tu commences la saison en 7-0 en gagnant de plus de 10 points tous tes matchs. Cette année, c'est un 6-0, peut-être un 7-0 après le match de tout à l'heure. C'est pas la même domination, mais voilà, les hommes mentent, pas les chiffres, comme on dit. Bon, on parle du négatif ou après on parle. Non, il y a quand même des joueurs positifs, mais... les gars, il faut quand même. Tu veux parler des joueurs positifs avant? Il y a des individualités quand même très très positives. Restons positifs, parce que parmi tous les joueurs maladroits et un peu décevants de ce début de saison, parce qu'il y en aura pas mal, enfin, je pense qu'on va même pas tous les citer, parce qu'en fait, globalement, personne n'est adroit, donc déjà, on est un peu satisfait de tout le monde, donc à ce niveau-là. Mais il y en a un pour lequel il va être difficile de trouver du négatif, ou en tout cas de débattre, c'est AJ Mitchell. AJ Mitchell qui... Alors, il y a énormément de hype avant le début de saison sur lui, mais des fans, de tout le monde, etc. Même de nous. Même nous, et globalement, il a surpassé cette hype, pour l'instant en tout cas, à battre presque ses records en carrière, en tout cas à chaque match, avec une... Honnêtement, on va être honnête, on en rigole, etc., mais c'est un vrai candidat au Six Men of the Year s'il continue comme ça, parce que c'est ta deuxième option, honnêtement, en termes d'usage, on en reparlera. Et puis, match après match, en fait, il arrive à avoir son pain ou son beurre, à mettre ses points, à avoir ses situations, etc. Alors moi, je vous l'avais dit avant, je ferai le vilain petit canard en donnant quelques axes de progression pour lui, on va dire. Mais c'est archi positif, en fait, ce qu'a produit Jay Mitchell. Et sans lui, ou sans cette progression-là, bah, t'es pas à 6-0 non plus, et ça, c'est sûr et certain. Ah, c'est sûr à 100%. Bah, les minutes sans Shai, il fait du bien. il fait du bien quand il a la balle, AJ Mitchell, c'est intéressant. Donc, 18,5 points. Bon, je vous avoue, quand je l'ai mis joueur à suivre, je me disais pas, tiens, Charlie, il a peut-être raison sur ce 6e homme, mais c'est peut-être AJ Mitchell. Non. Ah ouais, il va être bien dans la rotation, ça va être cool, quoi. Là, il est bouillant, quoi, sur le début de saison. Sur ses drives. Franchement, il a une capacité à finir au panier, AJ Mitchell. Je suis
Je suis vraiment impressionné. Honnêtement, le skill set qu'il a et la manière qu'il a de trouver de l'espace à chaque fois pour aller au panier, finir main gauche, c'est très fort. Il arrive à cibler les bons joueurs au bon moment. Je me rappelle du match contre les Mavs où tu commences à être en galère et il voit D'Angelo Russell face à lui. 2 fois il le drive, 2 fois il finit main gauche. 4 points faciles. D'Angelo Russell, la soirée, alors il met un tir un peu fort. Après, c'est cataclysmique sa soirée. D'Angelo Russell fait 10 passes. D'Angelo Russell fait 10 passes. Tu te dis, ok, c'est bien, mais 3 sur 14 au tir. Et défensivement, il a pris cher. Mais c'était horrible. Jay Mitchell l'a fait danser. Puis pas que lui, hein, mais oui. Mais ouais, globalement, Jay Mitchell, il y a même des finitions main droite qui sont pas mal. Mais globalement, c'est très intéressant ce qu'il propose. Niveau passing, il y a un match à 7 passes, je crois qu'il était pas mal, mais globalement, on est plus sur un finisseur quand même pour l'instant. Et sur de l'auto-création plus que de la création pour les autres. Mais ouais, là, il est super, franchement. Je m'attendais pas à ce qu'en début de saison, on se dise, on n'a pas de J-Dub, en fait, et Jay Mitchell, il va essayer de prendre le rôle de J-Dub comme il peut, quoi. C'est très étonnant et je suis très content de ce qu'il fait. Alors, on peut pas. C'est compliqué de dire du négatif sur Jay Mitchell par rapport à ce qu'il nous propose. Hein. Et en plus, c'est régulier chaque soir. Donc ça, c'est intéressant. Ouais, mais c'est sûr, moi les gars, j'avais Aaron Wiggins dans le top des Six Man of the Year, je suis obligé de me rabattre sur Jay Mitchell. J'ai pas le choix. Le gars est trop fort. Moi, ce qui m'impressionne le plus, alors certes, comme tu l'as dit, sa finition au cercle, mais son premier pas, mais vraiment, à chaque fois, il enfume son défenseur. Genre vraiment, là, il est d'une vivacité. C'est impressionnant. Et les attentes étaient déjà hautes pour un mec qui sortait d'une saison rookie à 30 matchs, où certes, il avait montré des bonnes choses, mais tu peux pas t'attendre à ça après. Là, quand même, il est à 6 matchs à plus de 14 points, donc pour le même nombre de matchs joués. L'an dernier, il est seulement à 2 avec 36 matchs. Enfin, tu as quand même un gap de progression qui est énorme. Il est à 26% d'usage, donc c'est presque celui de J-Dub l'année dernière. Donc il a énormément de cartouches et il les utilise super bien. Enfin, vraiment, sa prise de décision pour un joueur sophomore qui, en plus, pendant sa saison rookie, a joué même pas une quarantaine de matchs, c'est impressionnant. Et ce que fait Jay Mitchell là maintenant, ça me fait un petit peu penser. Alors là, fallait nous écouter dans les podcasts il y a 3-4 ans, mais ça me fait un petit peu penser à ce qu'on attendait de Treman pour son année de sophomore, tu vois. Ce joueur qui va qui va t'apporter du scoring en sortie de banc, qui va être vif et qui va t'apporter de la pression près du cercle. Mais là, Jay Mitchell, oui, c'est difficile de dire du négatif. Voilà, il a mis un énorme coup de pied dans la fourmilière pour rentrer dans la rotation, pour juste être ton sixième homme. Et franchement, comme tu l'as dit, avec l'absence de J-Dub, mais heureusement qu'on a Jay Mitchell, quoi. Ouais. Et alors, plusieurs choses. Avant de te laisser aller sur le négatif, Pierre, c'est juste, je vois Baka qui parle de je la vais être défense positif de au Mitchell. début, quand même. Ah, ouais. Baka qui dit défensivement, c'était bien. C'est vrai que physiquement, il s'est épaissi. Tu sens que l'été a fait du bien et défensivement, il tient bien la route. Donc ça, c'est cool aussi. Alors, j'allais le dire, défensivement, la Baka qui nous met un message, défensivement, c'est vraiment intéressant. Tu vois qu'il est très intelligent, mais il a des bonnes mains, en fait, aussi, défensivement. Il a gagné des ballons, il va amener de la contre-attaque, il va amener pas mal de choses. Donc ça, et puis il défend haut sur les joueurs. Ça, c'est quelque chose, je pense, qu'il a été habitué et qu'il sait faire. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Globalement, là, je rejoins Charlet. En fait, il a pris la responsabilité de J-Dub. Il l'a mis sur ses épaules, une grande partie en tout cas, parce que son usage est presque équivalent à celui de J-Dub l'année dernière, tu l'as bien dit. Après, ses stats augmentent, c'est sûr, parce qu'il joue aussi beaucoup de minutes comparé à l'année dernière, presque à 28 minutes aussi. Donc voilà, rôle de sixième homme, j'ai envie de dire balle en main, parce que c'est ta deuxième option, etc. Après, sixième homme, il y a toujours Cason Wallace, toujours Wiggins qui joue plus, etc. Mais dans ce sixième homme scoreur qui t'apporte des points, qui t'apporte de la création, etc., il n'y a rien à dire. Vraiment fort. Vous l'avez dit aussi, dans la gestion du corps, dans blow by les joueurs, dans finir au cercle, même avec le contact, dans utiliser des feintes, etc. Il est vraiment très très fort. Et c'est un joueur beaucoup plus fini qu'on pensait. Enfin, fini, dans le sens beaucoup plus prêt. Après, je pense qu'il a encore une belle marge de progression. Et c'est ce que je voulais amener, en fait. Parce que, alors là, pour l'instant, à part les minutes dans le clutch qu'il a de plus en plus, il joue quand même régulièrement contre des bancs, ce qui peut l'aider. Honnêtement, ça peut l'aider, ça l'aide à avoir des stats. Il n'y a pas le meilleur défenseur sur lui parce qu'il y a Shea aussi des fois à côté. Enfin voilà, globalement, il est aidé un petit peu par ça.
Après, je trouve que il y a eu des passages, mais en soi, t'es obligé, vu les responsabilités qu'il doit prendre, qu'il y ait des passages comme ça. Il y a des passages où il force beaucoup, dans le sens où tous les ballons, il les joue. Il n'y a pas de limite de là, je me calme, là, je vais faire tourner, là, je vais chercher de Chet, etc. Je trouve qu'il y a des moments où il peut gagner en maîtrise et se dire ok, là j'ai eu mes situations, ok, là peut-être que je viens de marquer, mais là j'ai pas une bonne situation, il faut qu'on fasse tourner la balle, etc. Voilà, il y a notamment contre Indiana, je crois, alors qu'il fait un match énorme. Je trouve qu'il y a une ou deux situations où bon, il pouvait se calmer et genre gagner un peu en maîtrise là-dessus. Et après, je trouve, et c'est là que c'est encore plus fort, c'est que pour l'instant, il n'est pas à droit de loin, enfin globalement. Il a mis des tirs ouverts, il est bon off-ball, etc. Mais comme tout le reste de l'équipe, il n'est pas archi à droit à 3 points, alors qu'il peut l'être, je pense. Et en pull-up à 3 points et même à mi-distance, il n'est pas à droit. Et donc, même avec ça, il arrive à scorer régulièrement, à apporter ce boost offensif. Donc, le jour où il arrive à mettre ses tirs il semble à l'aise avec le fait de les prendre, notamment à mi-distance sur des step-back, etc. Le jour où il a cette adresse qui revient, je trouve que il sera encore meilleur. En fait, il va être vraiment fort. Parce que là, pour l'instant, tu as vraiment que du drive. Enfin, franchement, à part un ou deux tirs ouverts qu'il arrive à avoir en spot-up, la 3/4 de ses points, c'est du drive et il est très très fort là-dessus. Il est vraiment fort. On nous dit en commentaire, ça aide de jouer contre Kayson tous les jours, c'est sûr. Ça aide de regarder Shea aussi à côté, c'est sûr et certain. C'est sûr. Donc sur ça, il est fort. Mais je trouve qu'en fait, il y a de la marge, mais vraiment en fait. Et on nous demande du coup, là, c'est Ted Ball qui nous demande c'est quoi son avenir. Franchement, déjà là, il comble une chose que tu n'avais pas dans l'équipe l'année dernière et qui te manquait. Un meneur backup qui est capable de scorer, capable de créer, parce que oui, il score, mais là, surtout les derniers matchs sur le pick and roll dans la création, il y a eu des passes à Hartenstein, etc. Franchement, c'est du haut niveau. Alors, on l'a pas encore en quantité, mais c'est du très haut niveau. Donc, je pense qu'honnêtement, est-ce que ça peut être soit un 6e homme, mais vraiment fort? Est-ce que ça peut être un joueur que tu fais jouer à côté de Shea, mais dès le 5 majeur, parce qu'il a quand même des capacités off-ball, etc. En tous les cas, c'est un joueur dans ce début de saison, sa projection, elle ne fait qu'augmenter, j'ai envie de dire. Match après match, tu te dis, bon, très bien. On a déjà Dennis Schroeder 2020, c'est impeccable, tout va bien. C'est ça, c'est tellement ça. Mais en plus, ouais, t'en parles à côté de Shea. Les séquences où il joue avec Shea, moi en plus j'ai plutôt bien aimé en fait. Parce que Shea lui pose un écran, ça lui permet de jouer off-ball. T'as Shea qu'on a vu faire du pick and flare. AJ Mitchell, il va prendre la bonne décision, faire la bonne passe ou aller au cercle. Franchement, c'est assez intéressant aussi. Donc ouais, en rôle de 6e homme en puissance. Pour l'instant, c'est sûr que c'est là où on le voit le mieux parce qu'on a quand même du mal à voir le 5 majeur être délogé avec le roster que tu as là aujourd'hui au Thunder. Mais ouais, à côté de Shea directement, c'est même pas tellement déconnant. Après, on s'enflamme beaucoup pour 6 matchs. Voilà, là peut-être qu'il surperforme et que ça va peut-être un peu baisser. Tu as J-Dub qui va revenir, tu as tout le monde qui va revenir, tu as Joe là aussi qui revient, tu vois. Faut pas non plus penser qu'il va tourner à 18 points de moyenne sur toute une saison. Là, franchement, s'il fait ça, déjà, c'est Six Man of the Year. Mais ouais, s'il fait ça, c'est vraiment exploser les attentes. Mais voilà, il faut quand même attendre de voir la suite de la saison. Mais pour l'instant, c'est de très bon augure. Et comme tu l'as dit, en fait, il peut encore plus planter à 3 points. Sachant que sa répartition de tirs est vraiment très équilibrée, je crois. Il est vraiment autant de tirs pris au cercle en mid-range qu'à 3 points. Il est juste très, très, très performant au cercle et c'est ce qui lui permet de scorer beaucoup à chaque match. Mais ouais, à voir sur le reste de la saison avec l'effectif au complet ce que ça donne. En fait, si tu veux, vu la régularité qu'il a sur le début de saison, tu as envie de te dire, vu la facilité avec laquelle il arrive à scorer, entre guillemets, parce que les tirs sont très durs, mais vu la facilité où il arrive à reproduire ça soir après soir, tu te dis ça va pas s'éteindre. Ça peut pas. Et même l'année dernière, il y avait déjà des bribes de ça de toute façon. Donc voilà. Après, ce qui brise par contre de lui faire vraiment mal, c'est le retour de J-Dub. Parce que J-Dub, il va pas revenir et prendre 3 tirs. Il va pas revenir et les minutes sans Shea, il sera là. J-Dub, il sera toujours là et tu devras lui donner des situations balle en main, comme lors des derniers playoffs. En fait, on a attendu longtemps avant qu'il confirme ça. T'as pas envie de lui enlever ça dès qu'il revient. Donc, il faudra aussi trouver des solutions. Après, vu le niveau des deux joueurs off-ball, ça devrait bien se passer. Ça devrait bien se passer, honnêtement. Il faut qu'il soit second ball handler à côté d'un joueur plus fort, Jimmy Mitchell.
C'est le scénario parfait. Comme ça, il t'apporte de l'alternance et il est capable, quand il faut, de se créer son tir. Enfin, voilà. Mais c'est très bien. De toute façon, Après, là, il vient de se verrouiller sa vingtaine de minutes par soir sur pas mal de futurs matchs. Donc, surtout que Topic, force à lui, mais on ne le verra pas de sitôt, qui aurait pu être en concurrence avec lui dans ce rôle-là. Tu auras toujours quelques blessés, et puis lui, il a un profil où, oui, Cason Wallace, pour l'instant, on voit pas la progression, balle en main, il y a peut-être plus de choses, mais t'as pas ce niveau-là, ce que produit Mitchell. C'est moins naturel, quoi. Carrément. Donc, ouais, il a un rôle prédéfini, comme un peu Isaiah Joe a de shooter, lui aura ce rôle-là, et tu sens qu'il a quelque chose à jouer. Et puis, ouais, dans le futur, on se projette peut-être à 2 ans où tu n'as plus Isaiah Hartenstein dans le 5 majeur parce qu'il n'est plus là. Peut-être qu'un Lou Dort ou un autre, tu as du temps séparé parce que tu n'as plus de place. Tu te retrouves avec Shea, J-Dub, Chet, et en fait, là, tu as 2 places à prendre, quoi. Et ça peut être un petit, un Cason Wallace, un Mitchell, ça peut être un plus grand, mais tu as peut-être des places à prendre, honnêtement. Hein. Oui, parce que tu parles de AJ Mitchell dans 2 ans, il est quand même très bon de rappeler son contrat, qui n'est même pas à 2% du cap. C'est-à-dire que là, cette année, il prend 3 millions, et les 2 années suivantes, c'est 2,85 millions. Franchement, les 3 millions juste pour ces 7 matchs, je les prends. Enfin, juste pour ces 6 matchs-là, je les prends. J'avais dit la dernière fois que Wiggins c'était le meilleur contrat du roster, mais pas du tout. En fait, c'est clairement AJ Mitchell. Et Presti a fait tellement un bon coup de le signer l'année dernière, juste au moment où il se blesse. Tu le prends 9 millions sur 3 ans, c'était vraiment le meilleur move. Là, tu as encore ça cette année, encore 2 ans, garanti pour des cacahuètes. Franchement, c'est juste une aubaine pour OKC. C'est exactement la philosophie que tu veux adopter en draftant des petits joueurs qui soient performants directement. Comme ça, tu peux garder ton squelette avec ton Big Three et derrière avoir des rookies qui performent. Sachant que, faut le savoir, être drafté au second tour par OKC, tu as peut-être plus de chances d'avoir une carrière que d'être drafté dans le top 10. Voilà. À tous les joueurs qui sont à l'université, qui nous écoutent, j'imagine, qui sont nombreux. Ça se passera pas toujours aussi bien après la draft, hein. On n'aura pas de la chance à chaque fois. C'est sûr. Aussi de la malchance. Sorber et Topic, pour l'instant, c'est plus compliqué. C'est pas ouf. Oui, c'est sûr. Mais quand tu as une ou deux bonnes pioches... mais parce qu'ils sont pas au second tour. Voilà. Fallait être moins bon, les gars. On parlera pas des échecs du second tour. Jérémy Robinson, si tu nous regardes. Ouais, mais c'est pas le pire. Hein. Il a eu un contrat NBA aujourd'hui ou hier. T'as Aaron Wiggins quand même aussi. Mais c'est important. C'est vrai que c'est important les seconds tours de draft quand même. Tu peux avoir des bonnes petites pioches, même les non draftés. Luguensdort, c'est un non drafté. Attends, Isaiah Joe, Luguensdort, même si Joe n'a pas été drafté par OKC, Isaiah Joe, Luguensdort, Aaron Wiggins, AJ Mitchell, Jalen Williams. T'as déjà 5 joueurs dans ta rotation qui sont pas draftés au premier tour. Et encore, je dois en oublier. Isaiah Hartenstein a été drafté au second tour. Bon, après, lui, tu l'as eu bien plus tard. Après, lui, il a fait le chemin. Alex Caruso aussi. Et il a fait sa carrière avant, quoi. Mais oui, t'as pris 5 joueurs qui sont pas du tout premier tour et tu les as développés. Oui. C'est pour ça qu'il faut cibler les profils qui vont bien à ton équipe aussi. Hein. Il n'y a pas de mauvais joueurs, il n'y a que des mauvais contextes. Oh. Il y a des joueurs, ils n'ont rien à faire en NBA. Mais globalement, Dillon Jones, c'est sûr que c'est le mauvais contexte, j'en suis persuadé. C'est un très bon joueur NBA. First pick de la G-League. Hein. C'est vrai. Parlons par contre d'un autre pick, mais lui qui a fonctionné, de Chet Holmgren. On va en parler maintenant, parce que je pense qu'on va quand même plutôt le mettre dans le positif. Mais il y a des petits points encore en suspens. Bon, déjà, le premier point en suspens, c'est qu'il est de nouveau blessé, ou en tout cas, qu'il souffre du dos. Alors, est-ce que c'est de la gestion des corps? Voilà, je pense aussi, parce qu'il était déjà incertain avant certains matchs en raison de son dos, mais normalement, Chet ne joue pas, encore une fois. Après, offensivement, on a eu du mieux, on a eu de l'adresse déjà. Alors merci Chet, parce que tu es le seul à être à droite dans cet effectif. Bon, Joe vient de revenir, mais tu es le seul à être au-dessus de la moyenne NBA à 3 points. Merci à toi. Voilà, qu'est-ce que vous avez pensé un peu du début de saison de Chet? Très content de l'attaque. C'est très bien.
il y a de l'adresse, c'est ce qu'on veut. Parce qu'à côté, il joue, comme j'ai dit, il joue très très souvent à côté d'un intérieur Chet, quasiment tout le temps. Et donc, il y a besoin qu'il soit à droit pour amener de l'adresse à cette équipe. Bon, même si Chet est à plus de 40%, t'es quand même pas à droit. Mais au moins, lui, il met ses tirs. Il y a eu même des moments, on a pu les matchs de Chet où il est à droit parce qu'il fait un gros début de match et après, ça s'écroule. C'est toujours un peu le cas, mais même dans des matchs comme ça, il a réussi à mettre 1 ou 2, 3 points à un moment donné et à se remettre dans le coup. Il y a de la provocation de lancer aussi. Ça, c'est un truc qu'on avait déjà entreaperçu avant qu'il se blesse sur les 10 premiers matchs l'an dernier, mais il provoque 7 lancers par match. Donc ça, c'est très bien. Donc, ouais, globalement, même sa relation avec Hartenstein, il y a des petits trucs sympas où il y a de la connexion entre les deux et dans les deux sens. Dans le sens où il y a du passing d'Hartenstein pour Chet, mais il y a aussi du passing de Chet pour Hartenstein. Ça, c'est intéressant. Donc globalement, moi, offensivement, je suis très content de ce que je vois des 4 matchs qu'on a vu de Chet pour l'instant, en espérant que ces problèmes de dos ne soient pas des gros problèmes et que ce soit, comme tu l'as dit, de la gestion. Mais pour l'instant, ouais, c'est ce que j'attends de Chet Holmgren. Tu vois, on en a parlé dans la preview All-Star potentiellement, ce genre de choses. Faut qu'il produise des choses tous les soirs offensivement. Et là, pour l'instant, il est à 23 points de moyenne, il a des bons pourcentages. Voilà, c'est très bien. Il est bon dans globalement tous les compartiments du jeu offensivement. Donc voilà, ça c'est très satisfaisant pour le coup. Moi, globalement, c'est plus le volet offensif que je surveillais avec Chet. Et pour l'instant, ça me va très bien ce qu'il propose. Côté attaque, pas grand chose à rajouter. De toute façon, Chet, si il est à 72% de true shooting, s'il fait ça toute la saison, ça va être difficile de ne pas être satisfait de sa saison offensivement. Maintenant, défensivement, on s'y attendait pas trop. On reste un petit peu sur notre faim, je trouve. On a un petit peu moins vu de passages avec de la grosse dominance de Chet, notamment sous le cercle. Alors, c'est peut-être aussi dû au fait qu'il joue quasiment pas au poste 5, parce que c'est quand même dans ces moments-là qu'on l'a souvent vu être le plus dominant. Mais ouais, je l'ai trouvé un petit peu moins dissuasif. On l'a moins vu aussi en défense sur le périmètre, qui est un truc que j'attendais pas mal. Moi, j'attendais pas mal de switch all sur les écrans. C'est pas quelque chose qu'on voit beaucoup. Du coup, on voit pas trop de Chet sur le périmètre et c'est assez dommage, je trouve, parce que il est clairement capable d'être bon dans ce registre du jeu. Non, voilà, Chet, il a on va dire un plancher qui est très très haut. Donc défensivement, ça reste bon, mais ouais, on se doit de rester un petit peu sur notre fin, je trouve. Et après, voilà, offensivement, pour revenir très rapidement, il prend plus de 3 points que l'année dernière et il est très adroit. Donc c'est sûr que si ça continue comme ça, ça va être très satisfaisant. Mais voilà. Pierre, qu'est-ce que tu en penses, toi? Je suis attendu sur Chet, je suis le moins haut. On le sait. Non, j'ai eu quelques sorties. Alors, offensivement, je peux pas enlever le fait que il est adroit, il a pris des responsabilités, et je trouve intéressant, mais c'est ce qu'on avait parlé depuis en preview. Il n'a pas progressé, je trouve, en création pour lui-même, ou un petit peu, il y a des flashs, etc. Mais là où je trouve intéressant, c'est quand il y a un premier décalage, c'est quand il vient de poser un écran et il ouvre, c'est quand il y a eu un écran en bas du terrain et il reçoit la balle à mi-distance. Voilà, c'est ces choses-là où je trouve vraiment bon et où il n'hésite pas à tirer. Le match contre Houston, le premier, où il est en feu la première mi-temps, il y a plein de tirs comme ça. Donc là, je trouve ça vraiment intéressant. Et je trouve, là où je suis un peu frustré, c'est qu'il y a des matchs, ou même juste des mi-temps ou des passages, où il n'est pas agressif et il ne cherche pas à avoir ces tirs-là. Et alors on est un peu dans le paradoxe où des fois il joue tous les ballons et il est suradroit, voilà, notamment première mi-temps de Houston, l'exemple de ça. Et tu as des matchs où tu le vois pas du tout, ou des mi-temps où tu le vois pas du tout et il semble, c'est pas douter, mais tu vois qu'il a un peu moins de rythme et il est un peu moins agressif dans son approche. Et du coup ça me frustre un petit peu là où dès qu'il est agressif, en fait, s'il met 1 ou 2, 3 points déjà, ça va lui ouvrir tellement de choses parce que derrière ils sont obligés de sortir et il a la capacité quand même, balle en main, de faire feinte, drive, feinte et je fais quelque chose. Donc ça, c'est intéressant. Voilà, après, et ça c'est prévu, on va pas lui donner la balle et vas-y, joue Chet, joue tout seul. Ça, on est encore loin de tout ça. Mais par contre, même en collaboration avec Hartenstein, je trouve qu'il y a du mieux. Là où ils se trouvent un peu tous les deux, sur drive et je lui donne la balle, sur on reçoit la balle poste haut et l'autre coupe au fond pour un alley-oop, notamment sur la zone, sur des choses comme ça. Vraiment intéressant.
Et puis après, voilà, s'il continue comme ça à 3 points, déjà, rien que le spacing qu'il va apporter à cette équipe-là, qui est très important sur ce début de saison, et surtout s'il joue avec Hartenstein, c'est vital, en fait. Donc, non, offensivement, je peux pas être insatisfait parce que vraiment, il est sur la bonne voie, en tout cas. Et justement, j'ai envie qu'il soit encore plus agressif. D'ailleurs, son tir, ça a été un peu analysé, je trouve un peu plus fluide, un peu moins mécanique, robotique, un peu plus en rythme, etc. Donc ça, c'est toujours une bonne chose. Et après, je suis comme toi, Charlet, défensivement. Comparé au début de saison de l'année dernière, notamment, où il était en forme, voilà, on a un peu moins cette domination. Tu as un peu moins cet aspect Deepoy où il domine tout le monde. Je crois que même les premiers matchs, il n'a pas de contre. Alors après, ça ne joue pas que sur ça, parce que les joueurs ne peuvent aussi ne pas approcher parce qu'ils ont peur, etc. Mais c'est assez symptomatique de des fois un petit manque d'impact ou un petit manque des fois, voilà. Alors après, il y a quand même eu des passages où il a été dantesque, contre bon, etc., où vraiment il domine, mais c'est un peu moins fréquent et dans le niveau global, on le voit un petit peu moins. Alors après, c'est aussi dû au fait qu'il joue avec Hartenstein ou avec Jay Will, ça l'aide pas à avoir cet impact, mais il faut quand même garder ça, et c'est ce qu'on disait, il est plus de minutes tout seul, il faut garder ça où tu as des moments où Chet, tu lui dis la raquette, maintenant c'est à toi. C'est à toi de la prendre en main et tu te débrouilles. Et par contre, tu prouves. Et là, il l'avait fait l'année dernière. Et là, pour l'instant, j'ai pas eu ce sentiment-là, effectivement. Oui, c'est sûr. Je suis plus mesuré, moi, sur le. Enfin, je suis d'accord avec le fait que Chet n'est pas dominant défensivement comme on l'attend. Et c'est même pas le meilleur défenseur d'OKC sur le début de saison, pour le coup. Mais je suis plus mesuré dans le sens où, par rapport à son utilisation, je suis moins surpris qu'on ait peu ces grosses séquences de protection de cercle, etc., parce qu'il l'utilisait à côté d'un intérieur déjà, et parce que lui-même défend un peu plus agressivement, je trouve, dans le sens où on le voit plus pour couper des lignes de passe, par exemple, des trucs comme ça, même dans du jeu intérieur. Même sur le 1 contre 1, il est un peu plus haut. Ouais. Non, c'est assez vrai, je suis d'accord. Il défend plus comme un ailier, quoi, que comme un intérieur sur ce début de saison. Et je trouve du coup que c'est un peu lié à son utilisation. Alors je pense que dans la saison, ça va un peu se tasser, que on va avoir des moments où, je sais pas, Hartenstein va être mis au repos, par exemple, ou alors il n'y aura pas de Jelin, imaginons, et tu auras besoin de Chet poste 5 pour alterner. Et là, dans ces séquences-là, on va le voir en protection de cercle. Je ne doute pas du fait qu'il va être terrifiant à ce niveau-là. Mais voilà, je pense que c'est un peu plus lié à son utilisation. Donc oui, c'est pas le meilleur défenseur d'OKC sur ce début de saison. C'est pas du niveau Deepoy comme c'était sur les 10 premiers matchs de la saison dernière. Mais voilà, je suis moins frustré que vous, je pense, que vous là-dessus, je pense, parce que je trouve que son utilisation fait beaucoup par rapport à son manque d'impact défensif, entre guillemets, même s'il garde un plancher très haut pour le coup. Ouais. Et après, pour revenir offensivement sur ce que tu disais, Pierre, sur le fait que parfois on avait l'impression qu'il était moins agressif aussi, je trouve que ça dépend aussi beaucoup du collectif d'OKC. J'ai vraiment l'impression que parfois, tu as un peu la consigne de faut jouer sur Chet, faut le faire briller, mais en fait, Chet, la plupart de ses points, c'est pas via de l'autocréation. C'est souvent des points qui viennent d'une passe d'un coéquipier, soit via du 3 points, donc sur des kick-out, etc. Ou soit directement sur une coupe que Chet va faire, ou alors on va le trouver sur du mid-range. Mais je trouve que ça dépend aussi pas mal de est-ce qu'il va être servi ou pas. Donc forcément, ça dépend de lui, parce que est-ce qu'il va faire le bon mouvement of ball, est-ce qu'il va bien se présenter. Mais ouais, je serais peut-être un petit peu moins sévère sur le fait qu'il est moins agressif offensivement, parce que parfois j'ai l'impression que ça dépend même pas tellement de lui, quoi. Ouais, après, c'est toujours un joueur dépendant. De toute façon, il n'y a pas trop de secret que ça. Ouais, mais je trouve quand même que, tu vois, même il y a des fois où il prend la balle, il tire. Tu vois, vraiment dans la fluidité qu'il y a un joueur sur lui ou pas, parce qu'au final, c'est assez peu derrière des actions où, même sur pick and pop, il reçoit la balle, il fait un pré-appui, il se dit ah merde, en fait je dois tirer là, tu vois, c'est le sentiment que j'ai, tu vois. Alors après, ce qui se passe dans sa tête, ça je saurais pas le dire, mais j'ai le sentiment où des fois il est un peu plus hésitant que d'autres fois. Alors après, oui, effectivement, il y a des fois où il touche moins la balle, il y a des fois où il est moins concerné, il est vraiment mis off-ball, planqué, et tu joues ailleurs, tu joues avec Shea qui, des passages où Shea, honnêtement, il prend sur 10 possessions, il prend 8 tirs, mais c'est normal. Mais du coup, tu vois moins de Chet, etc. Je suis d'accord. Ouais, je pense qu'il y a de l'entre-deux en fait à trouver là-dedans. Je pense qu'aussi il évolue dans un rôle quand même nouveau, surtout quand il y a Hartenstein, parce que l'année dernière on l'a trop peu vu et tu l'as vu presque en play-off au final. Et c'était pas le moment où tu avais envie de travailler des choses, c'était pas le moment où ça a le mieux fonctionné aussi. Donc je pense que ça va prendre en compte, c'est sûr, c'est sûr.
Messieurs, est-ce qu'il y a d'autres choses à dire sur le chat où on enchaîne cette fois par le négatif? J'étais en train de chercher le nombre de minutes que Chet avait joué tout seul en tant que pivot. C'est pour ça que ça a peut-être un peu bugué d'ailleurs, parce que je chargeais des pages. Tu frisais l'écran. Mais c'est pour ça, parce que j'ai essayé de chercher. J'ai essayé de chercher en même temps. 30 possessions, ouais, ça va pas beaucoup m'aider en termes de minutes, mais ça fait peu déjà en possession. Une possession, max 24 ça, c'est un peu. Ça, c'est sûr et certain. Si je peux en glisser une quand même sur un joueur, parce que j'ai quand même un narratif à tenir sur Cason Wallace. Vu qu'avant de parler de négatif, Cason Wallace défensivement sur le début de saison, c'est un grand malade. Hein. Franchement, il y a des séquences. Il avale la balle. Vraiment, le mec drive au cercle. Cason Wallace vient en aide, il prend le ballon, il repart. Mais contre les Wizards, là, le dernier match, c'est délirant. Le passage, il a un passage en deuxième mi-temps là. C'est délirant. C'est dingue. Alors, offensivement, il y a des trucs à redire sur Cason Wallace, mais défensivement, il y a des séquences de all defensive team pour le coup. Là, c'est très fort. Faut voir à quel point il va le faire sur la saison, mais franchement bluffé là. Ouais, c'est sûr. Et oui, Tom, le fanboy de Cason, ça c'est sûr. Ça, il y a une ligne de conduite quand même. Il y a quelque chose. C'est sûr. Pendant que j'ai un petit peu eu le rôle de fanboy de Wiggins pendant la preview, même si Wiggins fait quand même un plutôt bon début de saison, mais on peut rester un peu sur notre fin. Enfin, il a le même usage que l'année dernière. En fait, déjà c'est intermittent, et en fait moi c'est là où je peux être déçu, c'est que il a le même usage presque le même usage que l'année dernière, alors que là t'as des absents quoi. Je m'attendais à ce qu'il prenne un peu plus de responsabilité. Même si quand même il sort de très bons matchs. Bon là le dernier match face à Wizards, faut l'oublier, 0 sur 6 à 3 points, non merci. Après, Wiggins c'est jamais tout seul, enfin dans le sens où il joue soit avec Shea et soit avec AJ Mitchell, qui maintenant en vrai quand il est sur le terrain, c'est ça en fait, presque tout le temps la balle. Donc c'est rare qu'il soit tout seul. Plus t'as quand même, je trouve, et notamment le dernier match où Chet n'était pas là, du Isaiah Hartenstein plus balle en main ou hub offensif. T'as l'impression un peu comme on fait avec J. Will quand il y a Paché, tu le spams un petit peu, et ce qui est très bien, moi j'apprécie vraiment quand on joue comme ça et je trouve que ça fonctionne. Mais là je trouve qu'il a repris un peu plus de responsabilité dernier match et on l'utilise très bien. Enfin on l'utilise bien sur pick and roll, il dunk. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. De toute façon le début de saison d'Hartenstein c'est aussi une satisfaction. Hein. Lui de toute façon en saison régulière, tu sais à quoi t'attendre, il est régulier, enfin, c'est sur sa ligne en tout cas, ça c'est sûr. Bon, négatif. Bon, parce qu'on a parlé en bien. On est en 6-0. On a parlé en très bien de la défense, notamment de certains joueurs. Mais quand même, il y a des trucs. On l'a dit, c'est un peu un miracle que l'équipe soit en 6-0 et c'est pour ça qu'on se demande combien de temps ça va durer. Mais pour parler que de ça, l'adresse. Alors, si vous avez commencé de suivre OKC en playoff l'année dernière, ou juste en playoff d'ailleurs, si vous regardez que la NBA en playoff, vous n'êtes pas surpris qu'OKC shoot mal à 3 points. Ça, c'est une évidence. Par contre, si vous suivez vraiment l'équipe et que vous connaissez un peu les stats, c'est surprenant que ça shoot aussi mal en saison régulière, où OKC était toujours une très bonne équipe à 3 points. Mais là, en fait, globalement, on va le résumer, je pense, très vite. Les joueurs ne mettent pas les tirs. Enfin, c'est les mêmes joueurs, c'est globalement les mêmes tirs. OKC est l'équipe, est une des équipes qui tente le plus de 3 points wide open de la NBA, et c'est le pire pourcentage de la NBA. On est à moins 30%, c'est 1,5 point de moins que la pire équipe juste avant, l'avant-dernière équipe, alors que tu es 10e en tentative à 3 points. Ouais, tu fais une saison à 3 points pour l'instant qui est cataclysmique. Lou Dort ne met plus un tir. Cason Wallace n'est pas adroit. Wiggins et Mitchell, qu'on a dit que du bien pour l'instant, ne sont pas très adroits. Shea n'est pas adroit. On peut faire toute la liste, en fait, il n'y a que Chet tout le roster qui est adroit sur le début de saison. Est-ce qu'il y a une explication à ça? Est-ce que c'est de la fatigue? Est-ce que on ne saura jamais? On nous dit manque de rythme, de confiance. Enfin, confiance si t'en as pas quand tu viens de gagner un titre. Ça m'embête un peu, franchement. Voilà. Est-ce que tu l'as perdu en playoff, justement, en ne mettant pas de tir, parce qu'en playoff, c'est régulier? Je sais pas. C'est assez embêtant, honnêtement, parce que on en parlait tout à l'heure, tu te compliques beaucoup les matchs. Tu restes bloqué face à de la zone. Parce que globalement, OKC va être confronté à de la zone régulièrement, parce qu'en playoff, ça a marché. Demander à Denver, ça a marché contre OKC. Tu vas en avoir de plus en plus. Si tu ne mets pas un tir, même si tu arrives à donner la balle au poste, machin, c'est compliqué au bout d'un moment.
Donc non, c'est assez frustrant en fait de voir ça où le moment où OKC a droit, en fait, tu mets un run parce que défensivement, t'es élite, donc dès que t'as un peu d'adresse, tu mets un run, c'est ça. Mais quelle est l'explication? Est-ce que tu essayes de répliquer ce que tu as fait l'an dernier ou le début de saison, tu mettais rien aussi, hein. Tout début de saison d'OKC, ouais, mais pas à ce point qui rentrait, quoi. Pas à ce point, c'est vraiment lamentable. Le début de saison dernière, quand même, c'était bien moche, hein. Après, c'est bien monté et t'as fini en boulet de canon, quoi. Je me rappelle pas qu'on était aussi nul à 3 points. Enfin, là, tu dépasses quand même, pas les 30%. Caruso était à 20%, c'était ignoble, hein. Franchement. Ouais, mais Dort, il plantait. Dort les mettait, par contre, ouais. Dort, là, pour le coup, c'est pas normal. Les gars, Dort, c'est 18% à 3 points, Dort. Le Gwen Dort, c'est à 18% à 3 points. C'est lamentable. En fait, on se plaignait qu'on avait une bonne adresse en saison régulière et qu'en playoff, ça redescendait. Moi, la seule explication que j'ai, c'est que le Thunder, il essaye de faire l'inverse, en fait. On met rien en régulière, comme ça, on met tout en playoff. On inverse les rapports de force. J'aimerais bien. Parce que là, vraiment, cool, hein. c'est terrible. Tu n'as pas un match où tu shootes à plus de 38%. Tu gagnes un match de saison régulière NBA en shootant à 20% contre les Mavs. Tu gagnes un match en deux prolongations en shootant à 25% avec 52 tirs à 3 points tentés contre les Rockets. Dans quel monde ça arrive, ça? Il n'y a aucun monde dans lequel ça arrive. Donc, c'est lamentable. Donc là, tu es content d'avoir récupéré Isaiah Joe qui là, sur son match de retour, plante un 5/9 à 3 points. Donc, ça va faire du bien. Lui, on sait que de toute manière, il va avoir ses tickets shoot, il va globalement les rentrer. Mais c'est là que c'est assez terrifiant. Parce que tu es en 6-0 et tu n'es même pas à 30% à 3 points. Donc, tu as vraiment une marge de progression qui est énorme. Mais va falloir être meilleur à 3 points et globalement meilleur en attaque parce que tu en as un petit peu parlé sur l'attaque de zone, tu n'arrives pas à attaquer et tu joues beaucoup moins de jeux rapides. Ce qui faisait ta force en attaque l'année dernière, c'était ton jeu rapide. Tu en joues beaucoup moins cette année, depuis le début de saison, parce que tout simplement, tu es la dernière équipe en jeu de transition. Alors que l'année dernière, tu es l'une des meilleures, donc tu es la 26e pace, tu es l'équipe qui joue le plus sur demi-terrain de la ligue. Donc ça va un petit peu avec ce qu'on a dit sur la défense, où tu es un petit peu moins agressif. Certes, tu provoques toujours des ballons perdus, mais tu vas beaucoup moins te projeter vers l'avant et être beaucoup moins en transition. Donc forcément, tu vas encore moins produire des paniers faciles, des paniers tout cuits, ce qui a fait ta force l'année dernière. Et ça fait que là, cette saison, après 6 matchs, t'es la 20e attaque NBA, quoi. Ouais, non, c'est pas beau offensivement, c'est sûr. Alors oui, il y a la bouffée d'air frais à Isaiah Joe. Merci à Isaiah d'être revenu. Le match qu'il fait en plus, c'est exactement ce qu'on lui demande. Mais des 3 points, il y a eu un petit distance à un moment donné qui était pas mal. Il y a eu, voilà, c'est très bien. C'est exactement ce qu'on veut voir. Mais oui, et comme tu l'as dit, le gros souci offensif, au-delà même du tir, c'est que t'as pas de rythme. Enfin, tu mets pas de vitesse, quoi. Alors, il y a l'absence de J-Dub qui doit jouer un peu, parce que quand même, lui, pour amener de la vitesse dans l'attaque, de la défense à l'attaque, il est très important. Mais tu as quand même Alex Caruso qui a joué la moitié des matchs, tu as Cason Wallace, tu as quand même des joueurs qui sont déjà là et en qui tu pourrais te dire, ouais, ils vont dépoter en contre-attaque, quoi. Parce que tu grattes des ballons défensivement quand même, donc tu provoques des pertes de balles. Donc oui, là il y a un petit souci à ce niveau-là, enfin même un gros souci offensivement. Là on est 20e attaque et encore c'est remonté un peu. Mais ouais, c'est pas beau. Et le mélange de t'es pas foutu d'attaquer une zone, tu mets pas un tir et tu mets pas tu mets rien, enfin tu attaques pas de transition. Oui, c'est pas l'identité d'OKC qu'on connaît et qui fait le succès de l'équipe. Même en playoff, les séquences où tu trouves du rythme en attaque et où tu fais tes runs, et comme on l'a dit, en fait, tu as une marge énorme parce que dès que tu rentres tes tirs et dès que tu trouves du rythme en attaque, tu as plus 20, quoi. T'es la meilleure équipe de la ligue dès que tu as du rythme en attaque. Mais le souci, c'est que tu n'en trouves pas du rythme. Et en playoff, on l'a vu, les moments où tu trouvais du rythme, c'est là où tu as fait tes runs, où tu as montré que tu étais la meilleure équipe, etc. Donc oui, le souci vient de ces deux choses-là. Tu attaques pas comme le demande ton identité, entre guillemets, hors les possessions où tu as Shea balle en main, où lui, il va attaquer demi-terrain. Mais bon, c'est chez Gilgeous Alexander. Moi, il n'y a aucun souci avec le fait qu'il fasse du demi-terrain. Fait comme tu veux. Par contre, les autres joueurs, globalement, même développer de l'attaque sans Shea, ouais, c'est très laborieux, c'est très compliqué. Donc oui, il y a un gros souci là-dessus. C'est un truc qu'il va falloir régler. Là, sur le début de saison, c'est pas bon en tout cas.
Bah, disons que, bon, déjà, pour l'adresse, heureusement que tu es un peu plus adroit à mi-distance, que tu es bien placé au niveau de la ligue et que tu es adroit au cercle, parce que sinon, bah, ça serait très compliqué. Mais je Ouais. pense que même les 2 problèmes de transition et de tir sont en partie liés et qu'une partie de la solution pour reprendre de l'adresse, c'est de courir et de mettre du rythme et de prendre des tirs, Oui. du coup, pas différents dans la position où ils vont être pris et dans le catch and shoot, mais dans le rythme où il est pris. Tu es pas en fin de poste, tu es pas sur du demi-terrain peut-être, tu es un peu plus sur de la fin de transition où tu as bien couru, tu t'es bien positionné à 3 points, dans le corner ou above the break ou n'importe. Et pour le coup, là, tu pourras réagir et tu pourras peut-être reprendre du rythme comme ça. Et c'est typiquement ce que fait un Isaiah Joe, d'ailleurs, parce que lui est bon là-dessus, quoi. Donc non, c'est vraiment là-dessus où je trouve que là, ouais, sur ce début de saison, t'es dans les mauvais moments de l'attaque, quoi. Vraiment, ce qu'on disait avant, c'est Ouais. pas beau, machin. Là, tu l'as presque constamment. Ou ben, à part quand t'as un Mitchell et un Shea qui produisent des choses, bah, des fois, c'est assez pauvre. Ah, tu un peu d'Hartenstein qui fait des passes, etc. Mais comme tu arrives jamais à finir de loin, ça devient assez compliqué. Alors après, quelle Non. solution? Bah, déjà de courir. Après, je pense que si je fais la réponse de Mark Denault, c'est ils vont finir par mettre les tirs. À un moment donné, t'as des joueurs qui tirent à 40% depuis 3 saisons. Ils vont peut-être pas shooter à 19% pendant 80 matchs. Ça serait un peu compliqué. Donc je pense qu'il y a une partie de ça, de la réponse, c'est Oui, l'adresse, clairement. c'est quand même fluctuant globalement. Tu peux être une équipe très à droite et t'écrouler en play-off ou l'inverse, ou alors même par période changer. Donc je pense qu'une des parties de réponse, ça sera soyons patients, je pense. Parce Ouais, que c'est le sûr. régime de tir, en fait, pour les joueurs, il n'a pas changé par rapport à l'année dernière, je trouve. Il n'y a pas de joueur qui prend des tirs qu'il ne prenait pas ou qui sont improbables. Tu as encore des tirs ouverts. Enfin, il n'y a pas d'explication full rationnelle à ça, je pense aussi. Hein. Mm. C'est vraiment aussi de la confiance, de l'adresse, de voilà. Peut-être que Ludort fait un match où il en met 4 et il est débloqué pour la saison. C'est souvent aussi comme ça que ça arrive pour les Mm. shooters. Donc voilà. Après, voilà, pour la transition, pour le coup, c'est plus embêtant. Je trouve que J-Dub manque cruellement. Enfin, on Ouais. sous-estime un peu sur ça, encore une fois, mais sur plein d'aspects, en fait, à quel point il est le liant de cette équipe-là, si je peux dire, sur beaucoup de choses. Et on dit ça en étant à 6-0, hein, on est vraiment... Ouais. on va nous Problème de dire qu'on riche, hein. abuse, On est Problème pourri. de riche. non, Problème de mais riche. vraiment. Mais je trouve que vraiment, là-dessus, il est vital, en fait, là-dessus, effectivement. Donc, Mm. je pense que ça pourra aider là-dessus. Et puis, il amènera de l'agressivité, tu auras plus de courses, etc. Donc, voilà. Et après, le fait de jouer plus grand, ben, mine de rien, Azarian arrive à mettre 2-3 transitions. Enfin, c'est plus du trailer où il arrive et l'autre grand a pas fait l'effort de courir et il va marquer. Ça arrivait pas mal contre les Wizards, par exemple. Chet en fait un petit peu, mais tu joues plus grand. Quand tu as Isaiah Hartenstein à la place d'un J-Dub sur le terrain, bah oui, tu vas jouer un petit peu moins vite. C'est assez logique. Donc ouais, il y a pas mal de choses qui s'expliquent là-dessus, je pense aussi, Mm. mais qui sont pas... c'est pas inquiétant dans le sens où tu as joué que 6 matchs et tu as plein de blessés, etc. Mais c'est à surveiller, je trouve vraiment, parce que si tu as une attaque qui reste à ce niveau-là, tu vas pas aller loin, on va pas se Non. voiler la face, tu peux être aussi fort que tu veux Non, non. défensivement, Shea peut être aussi fort qu'il veut au bout d'un moment, et on le voit vite, hein, il y a des passages où il se passe plus rien, tu es confronté à de la zone, tu peux prendre un run des Wizards, tu peux prendre un run de n'importe qui. Hein. Donc, Les Kings, hein. Mm. Donc les Oui, Kings, clairement. tu butes sur leur Clairement. défense alors que c'est pas une défense. Oui, mais fouettée. contre les Wizards, bah tu mets un gros run dans le 4e quart-temps, mais les 3 premiers quart-temps, c'est Shea, juste de l'ISO de Shea et sans ses 31 points. Franchement, tu te fais pas blow-out par les Wizards, mais pas loin, quoi. Parce que tu étais incapable de te trouver un tir. Ton attaque, elle est complètement inerte. Tu es encore l'une des pires équipes à l'assist percentage parce que, bah, certes, tu as toujours Shea qui va faire ses bails, mais tu as du mal à partager la balle. Et là où en fait, tu réussis à t'en sortir et à être en 6-0, c'est que, bah, en fait, tu es encore premier au turnover percentage. Tu prends très, très soin de la balle. Donc, tu t'en remets à gagner le jeu de la possession avec peu de ballons perdus, beaucoup de ballons gagnés, un niveau décent au rebond, et ça fait l'affaire. Mais comme tu l'as dit, Pierre, ça peut pas durer comme ça dans le temps. Mais honnêtement, j'ai quand même de l'espoir pour que ça change parce que bah, tu as J-Dub qui va revenir, qui d'ailleurs va être réévalué dans là, une dizaine de jours. 2 semaines, Comme ça. ouais.
Ouais, une dizaine de jours à voir. Après, Je crois il réévalué, c'est pas sûr qu'il revienne dans 2 Ouais, semaines, voilà, hein. c'est Ouais, ça, on sait parce pas qu'il a, encore. il a subi une nouvelle intervention parce qu'il avait une Une vis. vis ouais, une vis qui s'irritait, qui l'irritait ou je sais pas quoi. Mais c'est sûr que ça va pas mal changer la donne. Et Baka on parlait de jouer grand, Baka qui nous informe que Jalen est titulaire avec Ouais, Hartenstein. ça c'est juste pour défendre sur Zion, c'est juste, ouais. Exactement. Et dans le 5, il y a Shai Wallace-Wiggins. Et ben, je pense pas qu'on l'ait déjà vu 5 majeurs, honnêtement. C'est bien. Non, celui-là, il est inédit. Ça fait de la diversité. Peut-être d'autres points négatifs, messieurs, au-delà de l'adresse. Moi, je m'étais noté quand même, mais on en a parlé de Mio, c'est pas vraiment négatif, mais c'est un point sur la globalité de la saison qu'il faut prendre en compte, c'est que surtout sur la première semaine et premiers matchs, beaucoup de matchs difficiles, des doubles prolongations, etc. Et les minutes qui commençaient d'augmenter pour Shai, pour Chet, voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'aime pas beaucoup voir, parce que l'un des facteurs de réussite de l'année dernière d'OKC, notamment en playoff, c'est que tu avais de la profondeur d'effectif qui t'a permis d'être équipé en playoff, mais aussi de faire reposer tes joueurs. La majorité de la saison, en fait, Shai jouait pas tant que ça. Chet, j'en parle même pas, même quand il était pas blessé, il jouait pas beaucoup. Et mine de rien, tu étais assez frais en playoff, comparé à des Nuggets, par exemple, qui semblaient Contre Denver, oui. Voilà. Et donc, le fait de commencer comme ça, en plus, sachant que tu as eu une prépa quand même assez compliquée avec plein de blessés, des joueurs qui n'ont pas beaucoup joué, ça t'a mis direct dans le bain, mais c'est assez négatif. Et quand on voit l'injury report, c'est inquiétant aussi, en fait, de se dire à quel moment on arrivera à être à 100%. Est-ce qu'on arrivera à 100% pour les playoffs, comme un petit peu l'année dernière, et encore, je mets des astérix sur certains, donc ouais, c'est compliqué. Ouais, c'est sûr. Après, tout ce qui est blessure, comme d'habitude, on préfère que ça arrive maintenant qu'à la fin de la saison. Mais du coup, ça fait un petit peu tirer sur la corde sur les autres joueurs, comme tu l'as dit. Et ça, c'est pas de très bon augure pour la suite. Et pareil pour le tir à 3 points. Vaut mieux que ça arrive en début de saison. En soi, là, on se plaint, mais voilà, si à la fin de la saison, tu commences à prendre du rythme et que tu arrives en playoff en étant chaud à 3 points, on signe pour ça. Mais bon, va falloir quand même nous rassurer un petit peu, messieurs. Peut-être que ça commence ce soir face aux Pels, on verra. Ce que j'allais dire, vous allez voir, ceux qui écoutent en replay, ils nous ont refait mentir, ils vont tirer à 40% à 3 points. Et voilà, Dort à 7 sur 8 à 3 points sans venir. Il joue pas Dort, donc il sera pas à 7 sur 8. Ah oui, il joue pas, putain, je suis bête. Putain, oui. Ce sera donc Aaron Wiggins, voilà. Aaron Wiggins, bravo à toi. 7 sur 8. Avec Jalen qui rentre enfin ses tirs, parce qu'on parle de Dort qui met pas ses tirs, mais Jalen il a 20%. Non, mais tout le monde. Ça serait bien qu'il les mette, parce que ouais, mais Jalen il sert qu'à ça, quoi. Ça serait cool qu'il en fasse. Jalen en attaque, s'il met pas ses tirs, après comme Dort, c'est compliqué. Hein. C'est les deux. Quand on a fait le pick the player, vous aviez mis Jalen très haut en pourcentage à 3 points. Moi, j'avais mis Dort assez haut aussi. Ah ouais, voilà. On est foutus. Hein. Isaiah Joe, régale-toi. Hein. Vas-y. Ouais. Après, pour Dort, le voir rater des 3 points, ça m'énerve. Mais le voir driver au cercle et faire n'importe quoi avec la balle, je pense que ça m'énerve encore. En vrai, sur Washington, il l'a pas fait contre Washington. Là, ouais, contre Washington, il l'a pas fait. Mais il met les 2 tirs qu'il prend sous le cercle, il les met. Le pire, c'est que contre Houston, il met 2 paniers, je crois, en drive. Tu fais wow, qu'est-ce qui se passe? Improbable. Il fait un reverse là, voilà. Improbable. Et après, c'est vrai que. Mais encore une fois, moi, je suis encore. Je reste du même avis sur tout ça, et on a eu ce débat éternellement avec Constant les années où Dort abusait, parce que l'année dernière, ça allait. Je trouve qu'en fait, c'est pas tant le drive en lui-même qui est pas bon, c'est arriver dans la raquette, qu'est-ce qu'il fait? Soit il prend un coup, il vole et c'est n'importe quoi, soit il est incapable de finir, de trouver un tir, et il a pas rarement encore la capacité à trouver une passe, etc. C'est plus ça. Après, le drive en lui-même, il arrive souvent au moins à se créer un espace ou à faire quelque chose. C'est pour ça que d'ailleurs à mi-distance, il arrive à se trouver des tirs et à être à droite, c'est parce qu'il arrive à créer un décalage. Mais ouais, globalement, la prise de décision, elle est lamentable. Il y a une petite évolution dans l'utilisation de Dort cette année, je trouve, offensivement. T'essayes un peu moins de l'avoir en spot-up et plus de l'inclure dans le mouvement collectif. Alors, c'est pas grandiose, mais je me dis, si t'arrives à un petit peu le faire bouger en attaque, alors il y a aussi des séquences de pause d'écran sur pick and roll, ça on en avait déjà parlé, mais c'est bien de l'utiliser comme ça, mais le Dort qui drive pour ressortir la balle, je me dis, autant le tester. Bon, je sais pas si ça va marcher. Putain, mais... non, moi je suis Et si t'as moyen de l'utiliser autrement qu'en spot-up,
bon, bah, pourquoi pas, écoute, s'il arrive à développer des trucs. Mais oui, pour l'instant, c'est vrai que c'est pas très beau. Pour moi, les gars, la version finie de Dort et que j'ai pas envie qu'elle change, c'est celle de l'année dernière, quoi. Oui, mais je suis Franchement, d'accord, moi. Oui, prends, bah là, c'est l'année expérimental. dernière, il prend 68% de ses tirs à 3 points et shoot à plus de 40%. Vraiment, je ne veux pas autre chose. Là, cette année, il prend un peu moins de 3 points, un peu plus de tirs au cercle. Ben non, en fait. Moi, je veux que ça reste comme l'année dernière. J'ai pas envie que sa sélection de tirs, elle change. J'ai pas envie de le voir driver. Franchement, on l'a Après, beaucoup elle change parce qu'il testé n'y a dans le personne. passé. Oui, elle change parce qu'il Elle n'y a change parce personne, qu'il n'y a pas de bien G-Dub. sûr. C'est aussi simple que Mais ça. Mais sinon, il serait spot-up. Hein. oui, il serait Oui. spot-up. Mais bon, franchement, même sans J-Dub, j'ai envie de le voir rester spot-up, quoi. C'est pas parce qu'il y a pas de J-Dub. Enfin, franchement, ce rôle, j'ai envie que d'autres joueurs le prennent. Hein. Je préfère voir, évidemment, je préfère voir Mitchell, Wiggins, même Wallace, voire même Caruso, parce que je trouve qu'il a une meilleure vision de jeu. Il va prendre les meilleures décisions. Ouais, alors après, la que de finition au voir, cercle, souvent Caruso, ça balance aussi. Hein. c'est vrai que Ouais, ça balance. franchement, Oui, mais c'est un meilleur passeur, je trouve. C'est un meilleur passeur. Et il ça, va par contre, moins il est foncer. un peu. Il Oui. va moins foncer tête baissée, tu vois. Je pense qu'il il a quand même. Il va prendre la meilleure décision, peut-être faire le meilleur choix qu'un Lou Dort qui drive tête baissée. Mais bon, après, voilà, c'est voué à changer et c'est pas très grave. Je n'en veux pas à Lou Dort. Je préférerais franchement qu'il mette ses 3 points plutôt qu'il arrête Après, c'est peut-être le aussi parce drive qu'il met pas en les plus 3 qu'il fait points. dans la journée. Oui, Ouais, c'est possible. il essaie de se mettre en confiance en Et drivant. oui. Je suis pas sûr que ce soit la bonne solution, mais oui, c'est vrai. C'est vrai. Messieurs, est-ce qu'on a des derniers points à aborder ou sinon on arrête ce live parce que le match approche en plus. De toute façon, on est limité par le temps parce que les matchs approchent qu'on va vivre en direct. Moi, je voulais vous poser une petite question. Là, il y a le match face aux Pels ce soir. Ensuite, le Thunder attaque un road trip à l'ouest. Clippers, Portland, Sacramento, Memphis. Quel bilan après ce road trip, donc après les 5 matchs là qui arrivent? N'hésitez pas à dire aussi dans le chat, les gars, quel bilan? Disons que je pense que si tu perds pas ce soir, tu risques de perdre contre les Clippers, je le sens bien. Ce sera la première défaite. Portland réussit beaucoup, si historiquement. On va pas rappeler le bilan. Mais peut t'embêter. Memphis est quand même en difficulté. Bon, Ja Morant, on fera pas de commentaires. Non, tu seras peut-être, on nous dit dans le chat, à 10-2. Ouais, je pense que la version pessimiste, c'est 10-2. Donc c'est quand même... Ouais, je pense. Hein. 10-1 du coup, non? Ce serait... parce qu'on est en 6-0, il y a 5. On est en 6. Oui, plutôt 10-1. Un 10-1 ou 9-2. Ou alors 9-2, ouais. 9-2. Ouais, en tout cas, ta version pessimiste, c'est à 2 défaites. Voilà, je sais pas le compte on sera. Ouais, c'est ça. Donc 3-2 sur les 5 prochains matchs. Quoi. Ouais, et la version optimiste, c'est tu n'as pas perdu. Honnêtement, c'est très possible. Franchement. Calendrier abordable. Hein. C'est... Ouais, moi, je dirais 10-1. Je nous vois bien perdre le match contre les Kings. Ouais. En plus, c'est de la NBA Cup. Là. Oh, si tu perds contre les Kings, par contre, abusé. Ah, mais franchement, le match qu'on a joué contre les Kings, on était pas ouf. Hein. Donc, non. Suffisait. Ça dépend si Chet joue aussi. Hein. Honnêtement, ça dépend qui est là. Hein. Parce que si Chet ne joue pas de tout le. Ouais. Bah ouais. Mais tu vois, le dernier match qu'on a joué, suffisait que Sabonis s'il rentre sur le terrain plutôt que faire n'importe quoi. Tu peux le perdre dans ce match. Hein. Il fait vraiment un match dégueulasse, Sabonis. Hein. Ouais, ou alors t'as un Zach LaVine qui prend feu, tu vois, un truc comme ça. Mais c'est pas. C'est pas impossible. Tu vois. Au début, je partais sur Portland, mais c'est vrai qu'ils nous réussissent vraiment beaucoup. Ça fait 40 ans qu'on a pas perdu. Les séries sont faites. Après, ils sont en forme, hein, les Blazers. Oui, ils sont bons, parce que c'est l'équipe en forme, justement. Ouais. Branchez-vous, hein, le match offensif pas mal. Blazers Thunder, ça va être sympa. Ça va être très sympa. Et encore, Sean Billups, il est plus au coaching, donc il y a peut-être quelques systèmes offensifs qui arrivent comme ça, mais peut-être libérer Scoot Anderson et Shedon Sharpe, peut-être qu'ils vont enfin pouvoir jouer de l'attaque, mais ouais, non. Moi, je suis de ton avis, Pierre, je nous vois bien laisser celui contre les Clippers. Tu vois, en début de. Sauf si on perd cette nuit. Là. Si vous perdez contre les Pels. Si on perd. Après, les gars, contre les Pels, putain, si on perd. Il y a beaucoup d'absents. Hein. Ça commence. En vrai, on peut dire ce qu'on veut. C'est vrai que ça commence à faire mal. T'as pas d'or. Et puis, pour le coup, les Pels, alors Shea leur a fait des mixtapes des fois, mais ils ont quand même des joueurs envoyés sur Shea. T'as un Zion qui est pas un profil que t'apprécies grandement. C'est pas l'équipe où je suis le plus serein. Alors après,
Bon, eux, ils vont avoir du mal à créer de l'attaque au-delà de Zion. Après, C'est juste ça. Les Pels, au début de saison, les gars, je le regarde. Ouais, Défaite il est contre les infâme. Grizzlies, défaite contre les c'est Spurs. terrible. Celui-là, à la limite, en prolongue, Oui. c'était chaud. Mais ils en prennent 32 contre les Celtics, quoi. Ils Ah prennent ouais. encore Non, plus contre les Nuggets, ok. Et ils viennent de perdre contre C'est les chaud. Clippers. Ça, à la limite, c'est un match serré. Mais voilà, le début de saison, il est Bah quand même oui, pas plus beau. que serré. Je sais pas, on verra. Mais Ouais. ouais, tu peux facilement en lâcher un ou deux, ce qui est loin d'être Après, scandaleux. Hein, parce que même les grises, en soi, tu peux le laisser. Tu peux le laisser, hein, c'est pas déconnant. Ouais. Mais sachant qu'après ces 5 matchs, par contre, tu joues à la maison Warriors-Lakers. Qui là va être quand même un gros test à l'ouest. 2 équipes qui attaquent bien, qui sont en forme. Ça va être des gros matchs. Mais ouais, moi, je vois 10-1 quand même. Je vois 10-1, Ouais. sachant que l'année dernière, tu commences en 7-0 et après, tu es en 8-2, un truc comme ça, ou 9-2. C'est quelque chose comme ça. Tu perds contre les Nuggets et les Spurs, un truc du genre. Donc voilà, on verra bien. Eh ben, on va suivre ça tous ensemble et ça va commencer dès ce soir. Donc, vous, si vous n'étiez pas là pendant le live, vous allez écouter ça en replay, donc vous aurez le bilan. Mais à tous ceux qui étaient présents, merci beaucoup pour toutes les interactions, etc. Merci de nous avoir écoutés jusque-là. Et on se retrouve très vite. Mais pour les matchs déjà sur Twitter, n'hésitez pas à aller suivre ça. Mais pour de nouveaux épisodes, de nouveaux lives aussi. Puisqu'on a toujours notre suivi, nos classiques qui arrivent au fil de la saison, etc. Nos formats, vous pouvez à peu près deviner ce qu'on va potentiellement faire le prochain, si vous suivez régulièrement le compte. Et puis n'hésitez pas à vous abonner partout, toutes les plateformes d'écoute, etc. YouTube, Twitch, voilà, comme d'habitude. Et puis on se retrouve très vite. Et puis bon match à ceux qui vont le suivre. Et puis salut. Bon match tout le monde, salut. Bon match.